Je vous avais promis une saison 2, non? Si vous n'avez pas vu la vidéo de la saison 1, allez la voir, elle ne dure que 30 minutes, c'est pas trop long. Et maintenant, on passe donc à la saison 2. Let's go to bed early, Bill. Tomorrow's going to be a busy day. Gotcha. Nighty-night, Wise. Shifu! Whoa! You're up earlier than usual? Or have you not slept? Is there something on your mind? No, Fufu. I was just stargazing, trying to divine what's to come. The hour has arrived. I must go pick up the new disciples. This time, I'll escort them personally. Le lendemain, Belle et Wise sont en appel avec le maire et nous assignent à la Yonqui pour une enquête à venir sur la néantre lemnienne. La situation est critique car cet endroit est le centre de production de porcelaine sous la gestion du TOPS. Le porcelaine est un matériau pour contrer les terres, il est donc capital et sa production prend du retard et ce n'est pas normal. Il nous donne également une photo d'origine inconnue. Sur celle-ci, nous pouvons voir Carol Arna, l'ancienne professeure de nos deux protagonistes. Le maire nous précise qu'il a vérifié cette info et que la photo a bel et bien été prise, mais par qui? On ne sait point. Mais ce que l'on sait, c'est que Carol est en vie et que cette photo provient de l'usine de porcelaine. Yeshuan vient donc nous chercher le lendemain. Elle nous amène à la Yonqui et nous soutient pour retrouver Carol. Mais pas que. L'objectif principal, c'est de s'installer à la péninsule de Weifei, plus précisément dans le temple qui se trouve dans les Hauts-Feilum. Là-bas, un HDD personnel nous attendra et donc l'objectif, c'est que un des frères reste actuellement là où il est et l'autre part avec Yeshuan. Personnellement, ce sera Belle qui partira car c'est elle que j'ai choisie. On part donc en dirigeable direction les Hauts-Feilum. Sauf qu'une force inconnue nous attaque et on se crache dans la néantre. Yeshuan, elle, n'est pas dupe et avait prédit cette attaque. Le problème, elle a préféré nous sauver que d'aller à la rencontre de cette fameuse force inconnue. On doit donc sortir de cette néantre, ce que l'on fait, et on y rencontre, par chance, un bateau. Yeshuan donc va nous expliquer que nous sommes le petit nouveau disciple du temple et que tous les autres nous aideront avec plaisir. C'est donc en accostant qu'on va rencontrer Jufufu, l'une d'elles, une sirène tigre qui va nous faire visiter la ville et on va donc tomber nez à nez avec des membres du TOPS et deux employés non rémunérés qui les menacent à juste titre. Sauf que les deux membres du TOPS, eux, ils ont pas peur et ils leur mettent un gentil coup de pression. Sauf que les employés, eux, n'ont pas non plus peur et leur laissent littéralement 3 jours pour être payés. Sinon, ils iront voir leur chef, Damian, de même. Mais on trouve quand même que deux employés non rémunérés et ignorés, c'est quand même assez louche. On va donc décider de rentrer au fameux temple. Welcome, Junior, to the one and only Swabian Temple! Huh? Yinhu! Shuyan, the newcomer is here! Shifu! Please excuse them. And welcome to Swabian Temple. Là-bas, on va faire la rencontre de deux personnages, Yeshuan et Paninu. Les deux se posent beaucoup de questions sur ce fameux crash. Yeshuan leur dit tout ce qu'elle sait, et nous, pendant ce temps, on va contacter notre frère. On va donc lui raconter tout ce qu'il s'est passé, et après qu'on se chamaille un petit peu, un autre homme entre dans le temple. Cet homme, c'est Damian. C'est le fameux chef qui vient du TOPS, et s'il se présente à nous, c'est qu'il vient récupérer des infos sur notre venue ici, et nous éclairer sur certains points, notamment ces fameux ouvriers qui ne sont pas payés. Également, il nous parle d'accidents de travail qui ont été gérés, et que les ouvriers sont sécurisés. Ça paraît assez louche qu'il nous dise ça de lui-même, alors on
décide de mener notre enquête. Elle nous mène à la rencontre de Manato et un des ouvriers précédents. Il s'appelle Polo et ces deux vont nous aider à nous infiltrer là-bas. Nous leur montrons donc la fameuse photo de notre professeur pour récupérer quelques infos, mais personne ne l'a vu. On rencontre également peu après un docteur qui se nomme Lore. Il fabrique une alternative au médicament anticorruption du TOPS qui est pour lui mauvais et il distribue une alternative aux ouvriers. On se rend vite compte que si on arrive à trouver des preuves d'accident et de négligence du TOPS envers ses employés, grâce à lui, on pourrait convaincre d'autres ouvriers de manifester pour changer leurs conditions. On décide donc de rentrer car notre frère vient d'arriver au temple. En lui racontant toute l'histoire, il sent que quelque chose cloche. Damian, c'est clairement un businessman, ce qui veut dire qu'il ne gère les choses que en fonction des fonds de l'entreprise. Cela serait trop évident que ce soit lui derrière tout ça. Et en parlant du loup, le loup vient à nous. Il est heureux que nous soyons sains et saufs, même si nous sommes allés à l'encontre de son conseil. Il nous assure une fois de plus que le TOPS n'y est pour rien et qu'il compte régulariser les indemnisations. Il nous annonce également que ce fameux docteur Loth n'est pas ce qu'il prétend être et n'a carrément pas de qualification en médecine et que ses médicaments sont plus chers à produire et les vend moins cher. Ce qui veut dire qu'il n'y gagne rien. Alors oui, il pourrait faire ça par pur altruisme, mais dans un monde apocalyptique, j'en doute fortement. Damian nous demande à son tour d'enquêter sur cela et c'est ce qu'on va faire. On recroise donc Manato qui cherche justement Polo car ça fait un moment qu'il est parti prendre un médicament du Dr Lord avec sa femme et ça fait un moment également que le miasme se propage dangereusement dans la néantre et c'est depuis qu'il est parti. Manato va également nous dire qu'il a bossé sur notre photo mais malheureusement elle est trop floue et il n'a rien trouvé de plus. On retourne donc dans la néantre mais avant il nous demande de dire à Polo de revenir car sa fille dont il s'occupe veut revoir son père. Malheureusement dans la néantre, Jufufu vient à nous et c'est pas bon du tout. Les infos que Damian nous a données sont vérifiées, ce qui veut dire que quand les gens prennent se cacher, ils ont des effets secondaires comme des visions de rêve cool. Yishuan comprend directement et elle connaît bien ce miasme et sait qu'elle est présente dans le médicament et que par conséquent, Polo est en danger. Et malheureusement, quand on le retrouve, c'est déjà trop tard. Il s'est transformé en éthérien et en croisant le Dr Lord, il va nous faire comprendre qu'il fait partie des exaltistes et que tout ça a été fait pour sacrifier les ouvriers dans un rituel. Il s'enfuit et pendant ce temps, nous essayons d'arrêter le rituel. Après cela, nous retrouvons le docteur sur un comics où Sarah est de retour, et oui, la même Sarah qu'au début de l'histoire. C'est elle qui a tiré sur le dirigeable et qui cette fois a un plan tout aussi mystérieux, mais pour elle, tout se passe comme elle le prévoit. On revient donc au Phailum et on annonce malheureusement la nouvelle à Manato qui est en train de nous faire un discours à quel point Polo était une bonne personne. Il nous assure que ses jambes le paieront, mais également qu'il va passer le mot à tous les citoyens de ne pas boire ce médicament, mais également à ceux qui l'ont bu de se manifester. Malheureusement, il est trop tard et nous sommes donc obligés de pratiquer un rituel pour sauver les citoyens de la ville. Everyone, get ready! Formation! Formless air gathers. Corruption is purged. Yishuan, épuisée de cela, nous dit qu'elle a atteint un seuil critique d'absorption et il lui faut du repos. Et nous fait une révélation sur sa sœur Yijiang, qui était une ancienne ordinatrice, et elle est morte devant ses yeux, ce qui l'a profondément marqué. Maintenant, Damian revient vers nous et nous demande cette fois-ci de convaincre les habitants de prendre le vrai médicament et d'arrêter la manifestation, qui est clairement un lieu de rassemblement pour un sacrifice des exaltistes. Notre frère, lui, va trouver leur planque et on va donc s'infiltrer et affronter le docteur Lord, qui, avant de s'injecter le sérum et de nous affronter,
Dante nous dit que la Yunqui n'est pas tout blanche non plus dans cette histoire. Avant de continuer, pour arrêter le rituel, on demande des explications à Yeshuan. Autrefois, la Yunqui possédait une épée, l'épée de King Ming. Elle a une particularité assez spéciale, elle consomme les souvenirs de la personne qui utilise sa force surpuissante. Et c'est ce qui a valu la mort de la sœur de Yeshuan, qui en était la détentrice. Yeshuan décide après cela de remonter le moral et la confiance des gens en éliminant une bonne partie du miasme, et le guide suprême vient à nous. You are just in time. The ceremony has just begun. Be quiet! Don't speak with her voice! Your talent will become a weapon that can protect everyone. You'll go further than all of us. You're nothing but an illusion! Stranger, Is this a dream? please tell my sister. Or a memory? Her big sister isn't selfless, nor great. If I don't put an end to this disaster tonight, my Yishan will be shattered along with Eridu. Yichang. What I'm doing isn't to save the world. It's just to save her. My Yishan. Live on. This is our promise. Sis, I never thought I'd understand you like this and walk the same path. I'm the 13th generation High Preceptor of Yunquei Summit, Yixuan. I shall wipe out all evil! Evil shall be purged! Break! Notre prochaine mission est évidente, c'est Carol. Malheureusement, nous joueurs, on apprend que Sarah, qui avait pris ça en compte dans son plan, d'ailleurs le guide suprême n'est pas mort et a même retiré un souvenir de Yeshuan bien précis, sa sœur, sous forme d'éthérienne. Le lendemain, on sera invité à un banquet sous haute tension. Port-Solumex est officiellement en inspection, mais grâce aux relations de Damian, un banquet est organisé et nous y sommes conviés. On y croise donc Damian, entouré de nombreuses grandes têtes du TOPS, révélant les liens étroits entre eux et Port-Solumex. Le seul qui a décliné l'invitation, c'est le gouvernement, ce qui laisse planer un malaise politique. Parmi ces figures, nous allons rencontrer Isolde, une consultante de recherche, qui va nous dire que elle et Alice sont là pour les apparences, et nous avons également deux têtes de Port-Solumex, Lucro et Ferox, qui sont tous deux les directeurs. Damian va nous confier qu'il est neutre dans cette rivalité entre Lucro et Ferox, une position qui freine à sa carrière. Aucune promotion donc pour lui, on est un peu triste pour lui, mais on va voir si Damian c'est vraiment un mec sympa. Effectivement, Alice était à ce banquet car Damian la menace d'utiliser la réputation de sa famille pour l'obliger à lui céder le brevet du premier médicament anticorruption créé par son père. Si elle ne veut pas le donner, elle sera livrée responsable des médicaments défectueux. Alice va donc se coucher terrorisée et en plus de ça, un fantôme apparaît à sa fenêtre. Elle craint des représailles donc de Damian et nous demande d'enquêter. En enquêtant, Jumbled here. Where could it have gone? Huh? There it is! Don't let it get away! Hey! There! You ran into that shell! So you were behind yesterday's pranks! The real culprit, Manitou? What?
Yuzuha, visitors. Coming. What can I get for you? Huh? Oh well. Huh. Guess I got found out after all. Sa mise en scène était une protestation contre l'inspection de sécurité. Yuzuha possède également un stock de Porcelaum et en même temps, Isolde nous révèle que Porcelumex a désactivé le téléphérique pour empêcher la population de se rassembler et de protester. Nous décidons donc de partir à pied vers la baie de Seilum, accompagnés de Yuzuha et de Manato, pour aller voir ce fameux stock. Une fois arrivés là-bas, nous allons rencontrer Milo, un enfant recueilli qui révèle que Yuzuha est également adopté. Alice et Yuzuha vont donc partager leur passé. Yuzuha était orpheline, adoptée par Barangli, tandis que Alice a perdu son père dans un accident lorsqu'elle était enfant. Les deux vont donc s'attacher de plus en plus, et nous partons parler à un autre enfant, Dante, qui possède un pistolet à Denis, qui voudrait faire réparer par Isolde, qui d'ailleurs est là pour honorer la mémoire d'un camarade mort. Malheureusement, il faut qu'on localise l'Obscura, et pour cela, elle rachète l'arme de Dante pour qu'il puisse en acheter une nouvelle pour lui, et nous utilisons l'ancienne pour localiser l'Obscura. Une fois localisée, avant de partir, Yuzuha expliquera la signification de son nom, feuille flottante sur les vagues. Retenez bien ce nom. Une fois arrivé dans la néantre, Ferry détecte une forte concentration d'Obscura, mais l'ascenseur est hors service. Nous sommes donc obligés de battre en retraite. Sur le chemin du retour, un employé de Porcelumex tente de piéger Alice, sous couvert d'une livraison. Après l'avoir neutralisé, nous apprenons que des explosifs ont été placés dans la néantre et qu'ils exploseront le lendemain. Nous alertons donc directement Yeshuan et passons la nuit au temple. Faute de place, Alice et Yuzuha devront dormir ensemble. Et c'est à cette issue que Alice remarquera la barrette de Yuzuha et va la confronter, mais celle-ci évitera la vérité. Le lendemain, grâce au sondage de Fairy, elle découvre une salle secrète derrière l'ascenseur du centre de production d'Obscura. Nous passons donc par des conduits d'aération et tombons dans un piège. Porcelumex and the Exaltists. They've been colluding this whole time. Things are looking even more complicated than we thought. Huh? Miasma! Alice! Now's our chance! Through the main gate! Over there! The fissure! Let's go! I'll board up! It's an ambush. Ferox! Ferox nous capture, emprisonne et torture Manato. Nous apprenons aussi que Mevorak, le guide suprême, est vivant, mais ne collabore plus avec Ferox. On va quand même réussir à s'échapper et libérer Manato, mais un Éthérien apparaît et après un combat, l'alerte est donc donnée. On a fait trop de bruit. On va donc se précipiter vers les égouts, là où Yuzuha connaît un passage très spécifique pour s'enfuir. Nous prenons les devants et Alice et Yuzuha se disent un dernier mot. Just come with me! Alice, don't you get it? You lost your dad because of me! What did you say? Alice, I'm sorry. I owe you this. What is this? Yuzuha! 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 It's okay. This will work. Now, time to do what must be done! Vous l'aurez compris, Yuzuha décide de se sacrifier. Elle révèle à Ferox qu'elle possède des anticorps uniques et lui demande de ne pas nous poursuivre. Ferox est ravi d'avoir retrouvé son trésor et la capture. Mais d'où viennent ces anticorps uniques? Effectivement, elle était un cobaye de Porcelumex quand elle était petite. Et une fois, en s'amusant comme elle pouvait, elle s'est endormie par épuisement dans les conduits à cause d'un traitement qu'elle prenait et là, se fera retrouver par le père d'Alice qui comprendra la situation et la sauvera à tout prix. Malheureusement pour lui, il a été gravement blessé au ventre et s'éloignera le plus d'elle pour la laisser
laisser s'échapper sans qu'il la retrouve. C'est comme ça que plus tard, elle se fera recueillir. D'où le nom Yuzua, feuille flottante sur les vagues, en référence à sa fuite. Alice refuse d'abandonner Yuzua. Effectivement, rappelez-vous, avant de se faire capturer par Ferox, on était en train de fuir les terriennes de la sœur de Yves. Elle comprend donc que Yuzua est en danger et elle va donc demander de l'aide à Damian, qui accepte en échange d'une condition, qu'elle lui lègue le brevet gratuitement. Alice accepte et une opération spéciale finale est lancée avec l'Obol Squad composé de Orphy, Sid et Trigger. Nous retournons donc dans la néantre et le miasme malheureusement a explosé et une furie est en cours. Deux équipes vont donc se former, une qui va donc neutraliser les explosifs et l'autre sauver Yuzua. I'm not too late, am I? You're just in time. Now then, let's put an end to this. Nice one! The car is exposed! Over here! Mr. Ferox, I suggest you give up on running. Please don't shoot. Here. This is yours! It's mine. It was your— Take it! We're going to live on together! You don't get to brush this off like it's nothing! Alice, I won't let you say things like— Hey. We'll live on together. You have my word. I promise. There. No more crying. Et au final, tout se passe bien, Alice tient parole, mais livre le brevet en libre accès à tous. Damian est bien doublé, mais le monde y gagne, et il n'est pas forcément énervé. Tout semble terminé, mais une grande bataille approche. Effectivement, un appel du maire annonce le déploiement des forces de défense sur la péninsule de Waifei. L'objectif est clair, éradiquer les exaltés. Une opportunité décisive, nous retrouvons donc Magus, hanté par des souvenirs de la chute de l'ancienne capitale. Ses réminiscences sont interrompues par Orphy, qui la réveille pour la réunion de l'opération du jour. Nous partons donc leur prêter main forte, mais Magus reste méfiante à notre égard. Effectivement, nous sommes un proxy, et cela ne lui plaît pas du tout. Nous faisons également la connaissance de Sid, pilote de mecha, et Trigger, nous la connaissons déjà. Pendant ce temps, les exaltés, eux, préparent leur ultime sacrifice. Nous parvenons à contrecarrer leur plan, mais une dispute éclate. Magus ne nous fait vraiment pas confiance. Pour pallier à cela, nous rencontrons ensuite le général Lorenz grâce à Iseult, et pour lui, nous apprenons que l'Obol Squad est médiocre, à l'exception d'Iseult. Il se montre froid, méfiant et hostile, notamment parce que nous travaillons pour le maire, ce qui est pour du moins très troublant. Effectivement, c'est le maire qui décide de déployer ses forces. Alors pourquoi être aussi méfiant et hostile en travaillant pour la même personne? Malgré cela, nous survivons à son interrogatoire et impressionnons Magus qui commence à nous accorder un peu plus de crédit, notamment grâce à Protectobu. Mais l'honneur refait surface, des soldats de l'ancienne capitale émergent du miasme et les exaltés préparent un complot. À cause du major général, l'Obol Squad est déployé plus tôt que prévu. Les exaltés étaient au courant des plans parce qu'ils ont été divulgués. La situation paraît louche, mais Magus nous rassure. Iseult est irréprochable. L'enquête révèle finalement une vérité. Ce sont les troupes du major général qui ont contourné les ordres d'Iseult et alerté les exaltés. Nous paraît assez louche. Dans la néantre, nous surprenons Lorenz et Lucre discutant en secret du partage de leurs profits liés à l'événement. Malgré tout, les exaltés sont anéantis malgré un soupçon de collaboration. Une fête sera donc organisée alors que la victoire est loin d'être totale. Magus et Orphy nous confient qu'Iseult manque de plus en plus de réunions. Puis, on reçoit un appel de Damian qui nous demande de l'aide. Effectivement, il est devenu un chien errant, rejeté par son patron à cause de son implication dans l'affaire Ferox. Il nous
révèle qu'il est au courant des agissements de Lucro et nous présente Zhao, du Krampus, membre du TOPS, affilié à l'autorité de conformité, chargée de régler les affaires de justice par des moyens conventionnels. Ici, elle sera chargée de défendre Damian. Nous comprenons vite que Damian est une marionnette, mais nous arrivons à un flashback qui nous plonge dans le passé d'Orphie. On comprend qu'elle ne se voit pas comme ce qu'elle est censée être, une personne à part entière, mais comme un clone, porteur d'une arme et rien de plus. Pourtant, elle est unique, mais elle refuse de l'admettre. Malgré tout ça, elle se sent heureuse de nous avoir rencontrés, nous le proxy. Avec notre enquête, on se rend compte que les alliances sont fragiles. Wise et Ferry nous contactent pour nous annoncer la prochaine étape de l'enquête. L'Obol Squad étant immobilisé, nous sollicitons la Sim de la Yonkou qui accepte de prendre les choses en main. Magus, elle, tente de nous rattraper étant donné que nous sommes soumis à une restriction de liberté par les forces spéciales. Sauf que Yeshuan nous défend et les deux s'affrontent. Yeshuan va clairement nous montrer sa supériorité, rappelant que nous sommes son élève et sous sa protection. Finalement, elles vont vite trouver un terrain d'entente. En même temps, elle a quand même le niveau d'un Void Hunter quoi. Malheureusement pour nous, les Ophailum sont désormais menacés par l'Obscura et les sacrifices. Isolt va donc lancer une mission d'évacuation des civils, tandis que Magus décide de profiter de l'occasion pour attaquer dans la néantre. Nous la rejoignons, les civils seront évacués, mais Lorenz et Lucro n'en ont rien à faire. Damian s'en veut de ne pas pouvoir les aider et Isolt commence à revoir des blessures du passé ressurgir. Elle comprend que rien ne changera et que ceux qui sont au sommet ne vivent que pour la gloire, savourant leur triomphe sans se soucier des autres. Pendant ce temps, nous sommes dans la néantre et nous cherchons une faille d'angle mort, mais on est vite arrêté pour insubordination par des adjudants du Major Général. Isolde nous contacte alors et va révéler la vérité sur le passé de Magus et de elle. Effectivement, son ancienne escouade, Agamemnon, avait tenu une position coûte que coûte, officiellement pour évacuer des civils. Mais en réalité, sur l'ordre du commandant, il protégeait le transport des biens de l'entreprise. Magus, en apprenant cela, est dévastée et furieuse, avide d'une quête de vengeance. Mais on parvient à la calmer pour poursuivre la mission et Isolde endosse toute la responsabilité de nos actes. Elle nous dit d'aller à l'encontre des ordres, ce que nous allons faire, et d'ailleurs, on va y retrouver Sarah, énigmatique, affirmant que la fin est proche. Elle s'enfuit nous laissant affronter un éthérien, et nous apprenons à la suite de ce combat que la péninsule est attaquée. Nous battons donc en retraite avec un objectif imposé, protéger Lucro et Lorenz. Sur la route, nous découvrons que Lucro est mort et qu'Isolt nous appelle. Elle propose à Magus de connaître les responsables du massacre des anciens camarades. Elle va donc lui révéler que c'était Lucro, le commanditaire, et Lorenz qui était soudoyé avec de l'argent. Nous, le proxy, rappelons qu'un procès aurait pu avoir lieu et que la violence ne sert à rien. Mais Isolde explose, dénonçant l'injustice et la balance entre les justices rendues et celles subies. Elle est consumée par la haine, c'est grâce au sacrifice de son escouade qu'elle est devenue major et ne suggère qu'une seule chose, la vengeance. En essayant de la rejoindre à la baie, nous sauvons Dante, que l'on connaît avec son pistolet, qui nous remercie et va profondément marquer Magus, car elle lui dit que sa force devrait servir à protéger et non se venger, ce qui va profondément la toucher. Nous faisons donc face à Lorenz à la baie, il menace et humilie Magus, mais nous prenons sa défense. Lorenz s'en va, n'ayant aucune peur de représailles, et Magus n'arrive pas à presser la détente. Accusations without evidence are just baseless slander against your superiors. We'll settle this later. After this operation, no one will be able to stop the defense force from staying here. You're right, sir. No one can stop you from staying now. Isolde. Why don't you come with me, Colonel? We can't leave our big hero behind. Hero? All the soldiers who never made it out? The ones you abandoned? Weren't they also your stepping stones? Your heroes? Magus, the promise you couldn't bring yourself to keep. I kept it for you. Après avoir vu ça, Feyre nous contacte en urgence. Le pic de miasme augmente dangereusement dans la néantre. Isolde s'y est rendu et Magus s'allie avec Yeshuan pour y aller et résoudre la crise. Nous apprenons que la personne ayant aidé Magus par le passé était une ordinatrice qui était, bien évidemment, la sœur de Yeshuan. Yeshuan nous accompagne avec plaisir, mais elle n'est pas seule car Yeshuan l'accompagne également. La bataille finale est inévitable et nous recroisons Sarah qui tente de s'enfuir. Mais Yeshuan part seul à sa poursuite et nous dit que nous avons mieux à faire et qu'il s'en sortira tout seul. Yeshuan, lui faisant entièrement confiance, le laisse y aller tout seul. Malheureusement, en arrivant au pic du miasme, la vérité éclate.
Don't be so naive. Revenge is a path of no return. Onwards to battle! Careful. Hold the formation. Keep the proxy safe. We've already chosen different paths. So, there's no point in looking back now! These ether fluctuations. You're not the same flame you once were. You don't deserve the name I gave her. Madness! Effectivement, Mevorak n'était autre qu'Iseult. Nous tentons de la raisonner, un combat acharné s'engage, et après celui-ci... Why must you stand against me? Stop getting in my way! Flames of vengeance. They've been burning inside you and me. But these flames Shouldn't be weapons of consuming you! The miasma's clearing. Isolde. Ishwan Shifa. You can leave the rest to me. I think you mean us. Right. Us. Enough, Colonel. Revenge. Or closure. No matter what. There's no going back. You're right. There's no coming back. That's why we have no choice but to keep moving forward. I won't allow it. I don't want to lose anyone who stands by me again. Including you, Colonel. People behind you. But you've lost so many. What difference would one more make? Being soft only leads to pain. Orphe! Is it Danny? Isolde! It's already too late for me to turn back now. Isolde! Colonel! Et c'est ainsi que se finira l'arc de Lobol Squad, et avec lui, le chapitre 3. Le lendemain, des événements précédents, une nouvelle étape est franchie. Nous devenons officiellement disciples du temple, à travers une initiation simplifiée menée par Yeshuan, accompagné de Jufufu et Paninu. Alors que nous promenons dans la ville, nous recroisons Manato, qui nous propose de l'accompagner pour explorer une nouvelle zone dans la Néantre, où des mineurs auraient découvert un gisement de lumite. Nous acceptons, et en chemin, il va nous présenter Lucia, une de ses amies proches, tellement proche qu'il l'appelle par un petit surnom. Dans la Néantre, nous retrouvons Plaque, une connaissance de Manato. Son comportement est étrange. Il porte une tenue du temple de Subian et prétend être un maître des arts martiaux. Nous rencontrons également Moss, un inspecteur qui nous suggère de nous reposer dans une ville abandonnée. L'occasion parfaite pour attraper le temps perdu avec Manato. Mais une fois sur place, quelque chose cloche. De nombreuses tumeurs de miasme sont présentes, des maisons abandonnées, sans vie, des habitants trop accueillants, mais une interdiction formelle d'approcher de l'auditorium. Nous enquêtons donc et Moss nous explique que les habitants cherchent à vivre la meilleure version d'eux-mêmes, mais au moment d'approfondir nos recherches, tout disparaît autour de nous et un éthérien furieux nous pourchasse.
Celui qui nous a protégés n'était pas Manato, mais la version idéale que Manato se faisait de lui-même dans sa jeunesse. Il s'éloigne en nous promettant que nos chemins se recroiseront. Nous quittons donc la Néantre. De retour au Haut-Failu, nous faisons le point avec les membres du Spook Shack, notamment Yuzua, qui nous conseille d'accéder à l'auditorium, probablement la clé de tout ça. Yeshuan étant indisponible, elle nous envoie donc du renfort inattendu, comme Banyue, un élégant robot calme mais très redoutable. Nous retrouvons également Manato, et Zao est également présente pour enquêter et décide de nous accompagner. Direction donc l'auditorium. De retour dans la ville, Banyue comprend immédiatement les habitants ne sont pas humains, et Moss nous révèle que l'Éthérien qui nous attaquait est le vagabond chasseur. Mais avec Banyue à nos côtés, nous avançons sans crainte vers l'auditorium. Someone's trapped in the miasma! We have to find a way to help her. Ari, why don't you go get some help? Don't bother her. We're teaming up with someone else. You can do this, Izari. Let's try again. Are you okay? Good morning. À l'intérieur de l'auditorium, nous découvrons Hidari, une femme poulpe emprisonnée par le miasme. Lors de notre fuite, elle s'arrête net devant elle, s'étend d'innombrables couches de ténèbres. Elle refuse de partir. Don't overthink it. Let's go, Itari. Hold on. Was I just seeing things? That wasn't real. Val, it's no use. This isn't an illusion. It's the curse of the Hollow. Hidari nous cache clairement un secret. Lorsqu'elle tente de quitter la zone, l'éther devient chaotique, comme si la Néantre la retenait prisonnière. Nous décidons donc de trouver un refuge, comme elle nous le conseille. Hidari nous explique enfin la vérité. Elle peut voir et reconstituer des scènes du passé dans la Néantre. Le miasme lemnien amplifie ce pouvoir. Sarah l'a donc manipulé pour reconstituer une scène précise, et nous nous souvenons alors de l'appareil en porcelaine fourni par Zao, capable de l'aider. Le chasseur vagabond réapparaît et Banyue l'affronte, tandis que Lucia s'occupe de la porteuse de lanterne. That should be enough. Let's show everybody your true face. It can't be. Lucia! That's... Pendant ce temps, Moss demande à Hidari d'examiner le berceau. Et nous, on se retrouve au Yumsha-Sin, ou Shin, pour faire le point. Zao nous annonce donc une recherche à grande échelle pour retrouver les corps originels des chimères enfouies. Et elle offre toutes ces boîtes Lume à Hidari. Mais aucun plan n'existe encore pour vaincre le vagabond et la porteuse de lanterne. Il faudra donc avancer étape par étape. Après avoir récupéré les données de Banyue, Zao reçoit un appel à l'écart. Dialine recherche une unité de purge de classe 0 qui n'est autre que Banyue lui-même. Il a juste changé d'identité. Nous partons nous coucher et le soir, nous faisons un rêve étrange, sans savoir à qui il appartient. Nous l'attribuons à la fatigue, mais en franchissant de nouveau la porte avec Hidari, les souvenirs se dévoilent. Elle a été manipulée par Sarah. Hidari, obstinée, veut se rendormir, mais nous l'arrêtons. Elle nous raconte alors son histoire. Derrière la porte se trouvent tous les espoirs de cette ville. Nous décidons donc d'entrer. Là tu mets le comique. Le berceau se dévoile à nous, et les habitants sont en réalité des chimères enfouies, comme dit précédemment. Ce sont d'anciens vagabonds perdus dans la Néantre, enfermés dans des cocons
est maintenu par la volonté de la ville. Moss, proche de devenir éthérien, a tenté de libérer un cocon, mais au lieu de le rendre quelqu'un humain, il l'a transformé en éthérien. Voici le berceau. Il reste des humains, mais ce sont des éthériens. Et la chimère de Manato apparaît alors, affirmant être le vrai Manato, supérieur à l'original. Banyue ne doit donc pas riposter, il part seulement, et l'a juré de ne plus jamais se battre sans discernement, seulement pour protéger. C'est cette conviction qui a attiré Dialine. Manato va se confier à nous. Après la chute de la capitale, il a rejoint le gang des Cœurs Blancs quand il était petit, pensant appartenir à quelque chose. Lors d'une néantre trop instable, ils l'ont abandonné sans hésiter. Battu, trahi, sa chimère est née. Vivre pour soi, ne plus faire confiance aux autres et se venger à tout prix. Mais les enfants qu'il a rencontrés plus tard, le voyant comme un grand frère, l'ont totalement changé. Il veut désormais enterrer son passé seul. Lucia raconte à son tour son histoire. Son père, Appa, était parti pour une mission urgente. Pour ne pas la faire souffrir, il lui a proposé une dernière partie de cache-cache, mais il n'est jamais revenu. Elle évoque la légende du monstre télépathe, capable de prendre l'apparence de ceux qui nous manquent pour trouver un sens à tout ça. On va donc passer à une opération finale où le but est de placer le guerrier de Lume dans la salle des cocons pour purifier la zone. Le guerrier de Lume est littéralement une bombe. La chimère de Manato se dressera donc devant nous à l'auditorium et Manato You should just cocoon yourself. And let me keep going in your place. Shake off all that dead weight and become king of the White Heart! Dead weight? If that's really what you think, you don't deserve to be called Colonel Manato! Get up. I'm getting serious now. Moss va donc défendre son idéal sans comprendre qu'il emprisonne Hidari, préférant l'illusion à la réalité. Pour lui, nous devons l'arrêter. You alright? Moss? The town never dies! The device won't activate. We have to force it open. I'll do it. Still struggling, huh? It's you. Just don't slow me down, okay? Bring it. There, I've done my part. Now it's all you. Yeah, I know. Go and show me for real. A dream that's truly worth it for Komodo Manato. But wherever you go, don't forget me. Maintenant que Hidari a stabilisé son pouvoir, elle souhaite encore recréer le passé de Lucia. La mini Lucia revient, issue d'une faille d'un ancien site d'essais aérospatiaux. En les poursuivant, Lucia tente de se lier à son enfant, mais elle est rejetée. Et dans un dernier combat entre guillemets de cache-cache, le chasseur révèle sa véritable identité. Is it over? That should be enough. Lucia, careful. One little star up high, two little stars float by, three little stars. It's time to search and find. I got you.
Lucia demande à être seule, Hidari aperçoit alors le fantôme de Sarah et nous la poursuivons. Mais le tunnel mène à une impasse et Ferry détecte une transformation cyclique de l'espace. La prochaine faille s'ouvrira que dans plusieurs semaines. Avant de partir, Hidari hésite, nous lui tendons la main, elle la saisit et nous sortons de la néant. À la sortie, Zhao nous attend, tous les rescapés sont sains et saufs et la nuit peut enfin tomber paisiblement. Ashua? What's going on? Bee Lion! What are you doing up there? Hold on. I'm getting a sense of deja vu. It's you again! Remember, if you see a girl with a big fluffy tail, flowing light brown hair, and wearing a pretty red ribbon, then you should call her Senior? Huh? What did you just call me? I called you Senior? Wait, are you saying I have a junior now? L'ombre, Ye-Xian est manipulée par Sarah. Son objectif n'est pas le pouvoir mais de sauver sa sœur. L'épée qu'elle porte risque de la tuer. La seule solution pour en arrêter les effets serait de débloquer son véritable pouvoir. N'a eu que d'autre choix de prêter allégeance aux exaltés. Nous choisissons de cacher la vérité à Ye Shunguang pour éviter que cela ne la blesse. Un mineur vient nous demander à l'aide. Un disciple de Banyue est coincé sur un ancien site. Les tensions avec Lumex sont encore vives et l'homme ne fait pas confiance à leur force. Banyue étrangement ne répond à personne et Ferry nous rassure. Il est dans la néantre. Ye Shunguang nous accompagne quand même car elle veut nous aider. Sur place, nous découvrons des fleurs blanches que Ye Shunguang semble reconnaître et nous retrouvons Dialine qui accepte de nous aider. Pendant notre expédition, nous interrogeons un exalté en déroute et il révèle que Sarah a ordonné la recherche d'une matrice ancienne et qu'elle a acquis le pouvoir du retour à l'origine. Il laisse entendre que Ye Xian travaille avec elle. Nous changeons immédiatement de sujet pour pas que sa sœur ne l'entende. Puis, nous allons sauver le disciple de Banyue. Voices of the dead. Why not listen to your inner voice? You're saved. It's Banyue Shifu. Banyue arrive, lui et Ye Shunguang perdent connaissance. Elle nous révèle alors une vérité inquiétante, elle est la nouvelle détentrice de l'épée de Qingming. Heureusement, Ye Xuan avait prévu le coup, un fourreau spécial semblable à celui de Miyabi qui protège Ye Shunguang. Comme auparavant, Zhao nous espionnait, comme vous avez pu le voir. Elle échange donc avec Dialine, leur mission est simple, récupérer l'unité de purge de classe 0. Et cette unité de purge n'est rien d'autre que le cœur de Banyue. Dialine enquête sur l'ancien site du TOPS, grâce à son pouvoir d'entendre les voix des mourants, elle découvre l'horreur. Banyue, autrefois, a massacré des civils sans distinction. Zhao exige une exécution rapide de la mission, mais Dialine perçoit des sons inconnus jamais entendus dans la néante. Par bon soupçon, elle préfère enquêter. Malheureusement pour nous, nous sommes obligés de révéler la vérité à Ye Shunguang. Grâce aux exaltés capturés, nous apprenons que Sarah trouve un grimoire antique, elle cherche une matrice anti-miasme et elle s'est rendue au marché de Porcelume. Nous faisons une promesse à Shunguang, ne plus jamais rien lui cacher, et elle non plus. Dans l'ombre, Ye Xian révèle sa vraie force et indique à Sarah la position de la matrice. Un bambou main jointe murmure, le salut arrive bientôt. Avant d'en apprendre plus, Biao, les bonnes affaires, nous chasse excédés par les brimades des Tops. Dialine revient avec le véritable grimoire et le vieil homme a donné une copie à Sarah. Une très bonne nouvelle pour nous. En échange, Dialine exige de participer à tout ce que nous entreprenons et nous acceptons bien évidemment. Après ça, Ye Shunguang va se confier à nous. Leurs parents sont morts lors d'une éruption du miasme sur le site minier.
Elle connaissait déjà la matrice. Banyue, lui, ajoutera une phrase lourde de sens. Ce jour-là, ce n'était pas que le miasme qui a tué. Il se fera interrompre et insulter par les anciens habitants de la ville. Il sera traité comme un paria. Les indices convergent donc, les fleurs blanches servent de présage et une matrice est capable d'absorber le miasme et elle existe vraiment. Nous partons donc enquêter dans l'ancienne zone résidentielle et sur le pont, Ye Shunguang se souvient. Une silhouette froide les a sauvés, elle et son frère, il y a 10 ans, pendant la catastrophe. Malgré sa froideur, elle n'a jamais été aussi chaleureuse. Plus loin, devant une statue de lion, Banyue se tait. C'est alors que nous apprenons son passé. Autrefois, Banyue vivait ici et tout le monde l'aimait. Il avait sauvé des enfants, dégagé un tunnel pour qu'ils aillent à l'école plus vite. Une vieille dame aveugle lui avait dit « Tu es froid, mais ton cœur est chaleureux ». Mais son noyau émotionnel a été supprimé, son algorithme a pris le dessus. Et c'est ce qui a fait qu'il a tué beaucoup de gens. À ce moment-là, les voix dans la néantre reviennent, mais que pour 2 personnes. Dialine, qui se demande comment remercie-t-on son meurtrier, et vivre avec les morts sur la conscience est pire que mourir. Et Banyue entend des voix qui lui demandent d'abandonner sa rédemption. Une fois les voix dissipées, il nous apprend que les fleurs blanches dissipent le miasme en les redirigeant ailleurs, et au loin, le miasme du frère de Ye Shunguang attend quelque chose. C'est juste après ça qu'on va apprendre le passé de Dialine dans un comic. Un serviteur nous demande d'écouter l'appel du créateur et Dialine replonge donc dans son passé. Pendant la catastrophe, la ville était menacée, une grand-mère l'avait recueillie pour la ramener auprès des survivants qui ont décidé de faire un tirage au sort pour savoir qui ils allaient sacrifier pour que les autres s'en sortent. Bizarrement, ça a été elle qui a été choisie. Dialine, qui a un cœur pur, était tout simplement heureuse que la mamie s'en sorte. Malheureusement, à cause de son pouvoir, les voix des morts lui disaient que cela ne servait à rien et que tout le monde finirait par mourir. Pris par les sentiments, elle décide de rejoindre la mamie pour la prévenir que ce tirage au sort n'est en réalité qu'un sacrifice inutile, mais au final, la vérité se révèle devant elle. Elle a été sacrifiée volontairement, et c'est d'ailleurs la mamie qui l'avait choisie volontairement et l'avait ramenée pour ça. Elle se réveille de son cauchemar et revient à nous. Ye Shunguang décide donc de se référer au signe de la Yonqui avant d'entreprendre toute action en vue de la gravité de la situation. En retournant là-bas, elle dévoile sa véritable identité et des disciples ayant contacté Ye Xuan ordonnent à Chouchou de rester au temple. Elle ne peut plus participer à l'enquête. Pendant que nous partons nous coucher, nous joueurs, nous apprenons que Ningqiang et Sarah sont de pair et qu'il veut se venger de Banyue, mais qu'il a quand même une attache avec lui, qui est quand même bizarre. Le lendemain, on décide donc de remonter le moral à Chouchou en faisant des activités avec elle. On mange donc un gâteau et buvons du thé chez Shaishin d'Ousseline. Chouchou nous parle de son frère, qu'il est altruiste et cédé souvent à ses caprices. Pour elle, c'est tout sauf un homme mauvais. Pendant cette journée, les disciples avaient enquêté dans la néantre où on était allé et il nous dit que des nouvelles sur l'enquête arrivent bientôt. Pendant que nous parlons avec le disciple, Dialine reçoit un appel de Zhao en retrait. Elle nous donne des informations sur Sarah, qui a grandi dans un orphelinat et qu'elle agissait très tôt sous la bannière des exaltés. Également, son plan est de sacrifier le frère de Chouchou et Zhao propose de faire 2 pierres 2 coups, sacrifier Banyue pour détruire le miasme et protéger le frère de Chouchou. Mais Dialine lui répond qu'elle laissera ce choix à Banyue, un choix qui révélera la vérité ultime sur ce qu'elle cherche à propos de lui. Puis, le dîner de Chouchou arrive. Effectivement, Chouchou a fait un dîner de remerciement et Banyue nous demande de convaincre Chouchou de ne pas venir pour éviter de la mettre en danger. Puis Dialine, venant à notre discussion, lui dit qu'il n'est pas égoïste de l'empêcher de venir alors qu'il a laissé ses parents mourir du miasme et qu'il était également une machine du TOPS construite pour tuer. Puis l'ont abandonné dans la néantre. Quelqu'un l'a modifié pour être un défenseur à qui les gens faisaient confiance et considéré comme un compagnon doté d'un cœur. Il les a abandonnés, laissés mourir car son algorithme lui a imposé et lui pose une question: est-ce que cette machine à tuer existe toujours en lui? Il laisse un silence et part dans la foulée sans répondre et rejoignant Chouchou pour l'aider. Dialine nous explique qu'elle a fait ça pour qu'il prenne une décision. Ye Shunguang, qui a reçu une lettre et qui voit très bien qu'elle n'est pas de son frère, décide de venir avec nous quand même. Elle raconte qu'elle possède l'épée de King Ming, qu'elle est au courant de ce qu'elle perd et préfère se battre que de ne rien faire. Elle ira donc, comme son frère, le sauver. On va donc tous partager un repas où Chouchou nous aura préparé tout ce qu'on préfère, tous un par un. Le lendemain, un disciple revient gravement blessé car le miasme s'agite. Alors, on agit et on part sauver nos disciples. Dialine apporte des nouvelles, Banyue a disparu et Ningqiang lui aussi. Elle nous donne aussi une information: il est un survivant de l'éruption du miasme il y a 10 ans et depuis, sa sœur est morte à cause de l'inaction de Banyue. Il a dû se rapprocher de ce dernier pour se venger. Après avoir appris ce détail, Ye Shunguang avoue s'être souvenu que, si vous vous rappelez bien de son histoire, la personne qui l'a porté et qui avait un cœur chaleureux, c'était Banyue. Après ça, on décide d'aller inspecter l'ancien site minier. En arrivant, tous les disciples blessés nous apprennent que celui
celui qui les a sauvés, c'était Banyue, après qu'il ait voulu voir ce qu'il y avait derrière la porte, qui s'est mystérieusement ouverte, mais malheureusement, il a été piégé par le Mias, et nous devons l'aider. En arrivant près de l'orbe où il est enfermé, on voit Banyue et Ning-Qiang qui lui dit que c'est un monstre, qu'il doit se laisser mourir ici, avec lui, comme il l'a fait avec sa sœur jadis, quand il n'avait pas agi. Banyue l'ignore et le protège coûte que coûte, et lui dit qu'il remboursera sa dette, même au prix de sa vie, et que la sienne n'est pas une monnaie d'échange, et qu'il a encore toute la vie devant lui, criant d'aller découvrir ce que sa sœur ne pourra jamais voir. Puis, en face de l'orbe, au seuil de la mort, après un combat acharné, la conscience de Banyue vacille. Une entité inconnue le tente d'abandonner sa résistance et de renoncer à sauver Ning-Qiang, lui promettant une délivrance éternelle. Ferry nous dit donc que l'on peut désactiver le noyau de la matrice en détruisant les bases environnantes de la matrice, ce qui nous permettrait de briser la barrière de Mias et de sauver les gens dedans. Le groupe décide donc de se séparer, puis on arrive à détruire l'orbe. It's not over yet. And you already look this miserable. Let's end it here. My core. Please. Take it. Taking it to report back, that would be nice. But now, I have a new choice. This time, let the words of the dead grant you a truth that allows you to keep on existing. Cela chasse la mauvaise voix de Banyue et on entend la voix de la grande sœur de Ning-Qiang qui demande à Banyue de lui promettre de le retrouver et de prendre soin de lui au mieux. Puis vient le tour des parents de Chouchou qui leur demandent de sauver ses enfants à tout prix, acceptant cela. Ils sont heureux de pouvoir partir en paix grâce à Banyue. La vérité, c'est que l'algorithme de Banyue a juste sauvé les personnes les plus optimales à survivre, pas les autres. Mais aujourd'hui, il en est sorti et n'est plus dirigé par ces dernières. Ce que veut Dailin, c'est qu'il n'oublie pas les gens qu'il a sauvés au détriment de ceux qu'il a laissés mourir et vivre avec le poids de sa culpabilité. Après cela, Sarah apparaît et Chouchou demande où est son frère. Et justement, il apparaît, lui demandant ce qu'elle fait ici, qu'elle n'aurait jamais dû venir. Il s'excuse auprès de nous tous, mais il n'a pas d'autre choix que de partir avec Sarah. On décide quand même de les poursuivre et Ye-Xian confronte Sarah au sujet de l'implication de Chouchou, qui va à l'encontre de leur accord. Sarah déclare que toutes les personnes dont elle a besoin sont présentes et qu'elle est prête à invoquer le créateur. L'invocation commence, mais Ye-Xian détruit l'invocation, blessant Sarah gravement, qui a une vision d'elle aux portes de la mort, appelant à l'aide pour ne pas qu'elle meure, à la brigade d'enquête spéciale des FSN de la Main qui l'ont abandonnée. Elle s'est fait recueillir par un exalté, mais retourne au FSN qui assure que aucune escouade d'enquête spéciale existe et que Sarah Floren n'a aucun dossier. Puis Sarah fusionne. Wait. This presence is grown even stronger. That creator has returned. No. Something that should have been mine. Taken by the hand of a blood relative. What could be better? No!
running. Your loved ones will all be buried here! Brother. Some choices are burdens, and we must bear them. Do what must be done. I trust you, just as you trust me. Finally. If I were the one being controlled instead, I believe my brother would make the same choice. How come? You trust me, just as I trust you. Somehow, I'm not afraid anymore. The seal is broken. Great! Brother. Such a splendid power. I'll happily accept it. How could that be? A mere evil spirit, and you dare speak so arrogantly. I am Ye Shunguang, wielder of the Qingming Sword of Yunhui Summit. This sword, with heaven and earth as its guide, shall cleanse all evil! Xiaoguang, I already know. This voice. Did I really bring my brother back? Please forgive me for leaving again. You must wait for me. Trust me. I will save you. I swear I will. Brother. Une fois tout ça résolu, on raconte à Chouchou ce qu'il s'est passé après qu'elle s'est évanouie en dégainant l'épée de Qingming. On en déduit qu'il n'a pas trahi la confrérie, mais même si on examine l'état physique et mental de Chouchou et qu'on n'a rien trouvé d'inquiétant, on lui parle de 4 signaux de résonance que Fairy a détectés lors de l'apparition du créateur. Il semblerait que le créateur se terre quelque part dans les profondeurs de la néantre et cache davantage de secrets. Peut-être que ce moment de calme n'est en réalité qu'un bref répit dans l'œil du cyclone. En ce temps, Zhao demande à Diali pourquoi elle n'a pas terminé la mission. Dialine explique qu'elle recommandera Banyue à Krampus, tel est son verdict. Si Banyue rejoint Krampus, cela équivaut indirectement à obtenir le noyau, accomplissant ainsi la mission. Zhao accepte donc le choix de Dialine. D'ailleurs, je pense, petite info, que c'est aussi Banyue qui l'a sauvé, mais elle ne l'a jamais dit. Au final, les deux le savent, mais ne se le sont jamais dit. Et malheureusement, à la fin de ce chapitre, tard la nuit, seul dans sa chambre, nous joueurs, on voit que Ye Shunguang récite inlassablement des détails écrits dans son journal intime, tentant de dissimuler le fait qu'elle commence à perdre la mémoire à cause du contre-coup de l'épée de Qingming. On va donc passer au dernier et très consistant chapitre 6. Zhufufu arrive avec des nouvelles préoccupantes. Tous ceux de la cime de la Yonqui sont retournés au temple de Suibian, mais un incident grave s'est produit à la baie du Seilum. De plus, les fleurs blanches liées à la néantre commencent à pousser en dehors de celle-ci, signe que la barrière du néantre s'effrite encore. On rencontre Lu Xu pour une réunion importante. On fait le point et on décide que Chouchou ne doit plus suivre l'enquête, afin de la protéger à cause de son rôle lié à l'épée de Qingming. Cette épée est une arme sacrée, puissante mais dangereuse. Elle accorde à son porteur des capacités égales à un Void Hunter, voire beaucoup plus puissantes, mais au prix de ses sens et de ses souvenirs à chaque utilisation. Dans une discussion privée avec Yeshuan, elle nous confie la vérité. Chouchou n'a jamais été choisie par hasard, en réalité, elle a activé le lien avec l'épée par curiosité, par accident lorsqu'elle était petite, car Yeshuan n'avait pas correctement sécurisé l'arme. Ce lien est plus profond qu'un simple destin. Il est enraciné dans la psychologie même de Chouchou. On peut le voir car elle est inquiète pour sa mémoire et elle fait des tests de mémoire avec Zhufufu, mais tout semble normal en surface. On part donc se coucher et une fois la nuit tombée, un fantôme apparaît au temple. Is someone there? Junior. Finally, we meet again. Wait, I know you. Surprised? Thought I was your sweet, well-behaved senior? Too bad. The one standing here now is a beast who just wants to survive. I've been waiting for you for such
Ce n'est pas Chouchou telle que nous la connaissons, mais cette apparition est une version intérieure de Chouchou, celle qui ne veut pas être une héroïne sacrificielle de l'épée de King Ming. Elle représente sa personnalité refoulée, la part d'elle qui veut vivre pour elle-même, être juste une fille normale. Cette Chouchou intérieure choisit alors de rendre la place à sa version extérieure après un long dialogue, et Chouchou fait comme si de rien n'était. Et nous également. Le lendemain, Zhao arrive au temple, elle met la pression pour qu'on enquête sur une nouvelle zone de la Néantre qui est récemment apparu et qui pourrait être lié à Ye Shiyuan, le frère mystérieusement parti. Chouchou, malgré sa santé fragile, accepte d'y aller. Avant de partir, elle met en doute les intentions de Zhao qui lui explique qu'elle suit sa loyauté envers Krampus et le principe d'échange équivalent, qui veut dire que tant qu'on lui apporte quelque chose, elle nous apporte quelque chose. Et elle nous dit également que protéger le Ophailum est son devoir professionnel. Arrivé dans la zone, l'épée émet une étrange résonance et Feiry détecte des anomalies de miasme. On décide donc de se séparer pour retrouver Zhao plus tard sur les quais. Dans la Néantre, on va rencontrer un bambou unique qui s'appelle Celote, du numéro de série GU0001, l'un des premiers modèles de bambou de combat à haute puissance. Ils ont été fabriqués par Dame Aurore, une créatrice qui souhaitait aider l'humanité, et tous ses congénères ont été démontés sauf lui. Petit fun fact, pour ceux qui ne savent pas qui est Dame Aurore, c'est une Void Hunter et on l'a déjà vu dans cette cinématique. Celote va donc nous mener vers la zone où le miasme est le plus dense, et là on aperçoit Ye Xian d'un côté et Zhao de l'autre, en situation dangereuse. Nous partons donc l'aider et Zhao nous indique qu'elle aurait pu très bien s'en sortir toute seule, mais que c'est très gentil de l'aider. En avançant, nous sommes attaqués par des éthériens et on traverse des illusions étranges, dont certaines semblent prononcer des paroles semblables à Sarah ou au créateur, comme si elles étaient des résidus de mémoire ou de voix du Néantre. On découvre alors que les fleurs noires plus dangereuses que les blanches, et Chouchou utilise donc l'épée de King Ming pour les purifier, au prix de sa propre stabilité psychologique. Elle va nous préciser que quand elle utilise l'épée, elle ne ressent rien, contrairement à quand l'épée est utilisée par l'autre, ce qui suggère une connexion mentale très profonde entre les deux versions de Chouchou. Et on décide de discuter de la lettre laissée par Ye Xian. Celote se met à dysfonctionner. On décide donc de rentrer pour le faire réparer par Enzo, un spécialiste des bambous que l'on connaît. Évidemment, c'est celui où on améliore les bambous. Pendant que Celote se fait réparer, Zhao part à Krampus et nous au temple. Mais personne ne parvient à contacter Ye Xian. Lou nous réprimande pour être parti sans autorisation et nous le réprimandons en retour du fait qu'il prend Chouchou pour une arme et non pas pour une personne. Le maire va nous appeler un peu plus tard pour nous remercier des informations et déclare ne rien savoir de nouveau sur Ye Xian. On va donc sortir avec Chouchou pour un moment de détente et encore manger des gâteaux à l'os menthe un peu trop sucrés face à un coucher de soleil magnifique. Mais le soir, nous revoyons Chouchou sur le toit, réveillée par un cauchemar. Elle se transforme puis révèle comment l'épée de King Ming fonctionne réellement. L'épée de King Ming a deux formes. Si elles ne sont pas canalisées par un médiateur, elles risquent de déclencher une catastrophe équivalente à la chute de l'ancienne capitale. Elle ne choisit pas simplement un porteur, c'est la psychologie du porteur qui détermine l'harmonie ou la désintégration. Chouchou elle-même avait voulu prendre l'épée par choix et non par hasard. Vous l'aurez compris, la médiatrice ici, c'est Chouchou, et c'est donc elle qui va en pâtir en perdant ses souvenirs. D'où est-ce que la Chouchou blanche nous demande de la sauver, ce que nous acceptons. Elle nous pose donc une question essentielle, qui est-elle vraiment? L'épée n'a pas fait d'elle une arme, elle est la représentation de qui Chouchou veut vraiment être. Une fille ordinaire avec une vie simple, quelque chose qu'elle a réprimé pour protéger les autres. On part donc se coucher et on va faire un rêve très étrange. On y voit Chouchou, enfant, au Ophailum et elle casse sa boîte à musique. On la répare donc et on lui offre des bonbons à l'os pour la consoler. À notre réveil, on réalise que Chouchou perd progressivement malheureusement la mémoire. On décide donc de la laisser révéler la vérité aux autres quand elle sera prête. Malheureusement pour nous, des fleurs noires poussent partout dehors. Lu Hangzhou demande donc à Jufufu de les purifier avec l'épée, mais nous refusons et retournons au temple. Sur le chemin, on y croise la maison hantée et le Ball Squad tous unis pour sauver les habitants. Heureusement, beaucoup de fleurs sont présentes au Ophailum qui est totalement contaminé. Chouchou enseigne donc Jufufu et Panino comment purifier ces fleurs. Deux groupes se forment donc, les Sims de la Yonqui purifient les fleurs blanches, pendant que nous, Zhao, Chouchou et Celote retournons dans la Néantre pour éliminer le miasme à la source. En entrant dans la Néantre, on a des hallucinations. Un œuf où quelqu'un parle, tout le monde entend sa voix. Nous, on va entendre Sarah qui nous dit que notre existence est pathétique. Une fois ça dissipé, on part dans l'usine, mais Celote nous met en garde, un robot de sécurité est présent. Après l'avoir battu, on tombe sur une statue bizarre et Celote nous parle. Dame Aurore s'est faite trahir par les humains. Ces derniers la jalousaient quand elle a découvert les minerais de l'Umite, elle aimait des gens au gouffre pour en récupérer le plus possible, vu qu'ils protégeaient de la corruption éthérique, mais la Néantre s'est étendue, et après avoir protégé les survivants, l'accusait que c'était elle la fautive de tout ça. Depuis ce jour, elle a disparu. Pour tirer tout ça au clair, on
On poursuit donc l'enquête. On revoit l'illusion de Carol, qui connaît l'existence de l'épée de King Ming et a l'air d'en savoir comment contrer ses effets. Nous la suivons. What is this place? There are so many black flowers here. It's so cold. I'm okay. Let's finish this quickly. We did it! I have to purify all of them. Oh, not in your condition. If I don't do this, everyone will be in danger. My dear Junior. This is... Elle a atteint un stade maximum et elle ne nous entend plus et ne réagit même plus. On décide donc avec Zhao de sortir, mais juste avant de prendre la faille, Chouchou reparle. Elle n'a pas pour autant retrouvé tous ses sens et nous la ramenons à la maison. De retour, la néantre a arrêté de se propager et Krampus convoque Zhao à une réunion et avant de partir, elle nous dit de faire attention car beaucoup de gens convoitent l'épée. La Cime nous réprimande et déclare que pour Chouchou, ils essaieront de trouver une solution avec les textes anciens. On va donc voir Chouchou dans sa chambre et Ye Xiuan est là. En étant possédé par le créateur, il a pu découvrir les secrets sur l'épée de King Ming, une partie du pouvoir de l'épée et le créateur partagent la même origine. Et la réponse à nos questions se trouve au créateur. Il a trouvé un objet qui dégage une aura similaire au créateur et pense que pouvoir l'utiliser pourrait aider Chouchou à rétablir sa connexion avec le monde extérieur. Le problème c'est qu'il est instable et la solution est toute trouvée, une force mentale suffisamment puissante et pure pour servir de pont et transférer doucement cette puissance dans les profondeurs de la conscience de Chouchou. À la moindre erreur, les forces mentales des deux personnes pourraient être déchirées par le surplus d'énergie. Il nous demande de l'aider et de revenir quand on aura pris notre décision. Célote, quant à lui, a tout entendu mais ne s'est pas montré. Puis il nous conseille de ne pas y aller en le retrouvant. Mais Zhao nous explique qu'elle nous soutiendra et nous propose de nous aider. En venant à Ye Xiuan, on apprend que Yi Xuan est de retour, mais notre seule option c'est lui, car la Yonghui n'a jamais réussi à contrer cela. On utilise donc la machine et on retourne face à Chouchou. Pendant ce temps, nous sommes dans les songes de Chouchou et on y voit la Chouchou blanche. Elle nous dit que nous devons retrouver nos souvenirs pour sortir de là-dedans. Dans l'obscurité de ses souvenirs, elle retrouve le toucher et on voit l'autre Chouchou blanc nous expliquant que l'on doit reconstituer tous ses souvenirs pour lui redonner ses sens. Le dernier sens est transpercé par l'épée de King Ming. On va se faire envahir par la brume. Après un combat de Chouchou, elle va revenir à elle, mais Ye Xiuan ne veut pas revenir au temple avec nous. Des hommes en noir nous interceptent et veulent récupérer l'épée, mais sont surpris que Chouchou soit en pleine forme, comme si elle leur avait indiqué un état de santé. Après le combat, Zhao a disparu, on la recherche donc anxieusement et inquiet pour elle. On arrive donc au flashback de Zhao qui ne comprend pas notre soutien et le fait de ne pas abandonner, car pour elle, elle est inutile. On lui dit qu'elle fait partie de l'équipe et que c'est normal de s'inquiéter pour les autres, et en rentrant, elle nous remercie de ne pas l'avoir abandonnée. Elle se confie à nous et nous dit qu'elle appartenait à une famille qui avait l'échange équivalent comme nerf de la guerre et qu'elle n'a jamais connu l'amour. Comme elle n'était qu'une bonne arienne de faible, ils l'ont totalement chassée et abandonnée. On lui explique ce qu'est l'amour et elle s'en va. Nous retournons à la Cime et on reçoit un message de Ye Xiuan. Il nous explique qu'il nous donne un point de rendez-vous à nous deux et qu'on ne doit le dire à personne. Il va donc nous dire qu'il a trouvé un moyen de détruire le contrat de King Ming, mais Chouchou ne veut pas, car cela ne ferait que changer de détenteur. Il nous annonce que toute la Yonghui sont des hypocrites et nous dira la vérité sur cette épée. Il se dirige au temple, le pied ferme, annonce toute la vérité. Les orphelins n'étaient que des réceptacles pour l'épée et il les sacrifiait en les choisissant facilement, car ils n'avaient ni famille ni foyer. Lou le fait taire et Ye Xiuan demande à Lou de quoi il parle, car il lui avait dit que Chouchou avait touché l'épée par
par accident. Ye Xian explique qu'après avoir eu la vision du créateur, il s'est mis à enquêter sur la cime de la Yonqui et qu'à part Ban Yue, qui pensait vraiment que les confier, lui et sa sœur, à la Yonqui était le mieux pour eux, les disciples chargés de sélectionner les orphelins n'avaient pas la même intention que lui. Le frérot va donc débiter tout le monde, je vous passe les détails, mais Chouchou accepte quand même son destin et Ye Xuan s'en veut énormément, pour elle, elle a tout raté. On retrouve donc Chouchou et son frère, et elle lui fait comprendre qu'elle accepte son destin, et nous confie que l'avoir rencontré dans l'enfance est la chose qui l'a guidée et déterminée à embrasser la peur et le courage. Après avoir dormi, le Haut-Feilum est de nouveau infecté, et Ye Xuan s'excuse auprès de Chouchou et Ye Xian, et ils vont donc se réconcilier pour combattre cette crise. On part donc affronter la menace, plus déterminé que jamais, avec Chouchou. La Yonqui, la section 6, Krampus, la maison hantée, le Ball Squad se tiennent prêts. On se refait encercler par les hommes en noir, c'est le Tops. Et Zhao est la chef de l'opération de récupération de l'épée. Sauf que Zhao... I'll give you one last chance. Are you sure you want to betray Tops? Throw everything away? And go back to being that worthless nobody? All the wealth, the honor, the protection. I don't want any of it. Right now, all I want is for my friends to live, to hold on until the very end. Go on ahead. Finish your mission. Don't worry, I'll catch up soon. Now, let's end this quickly. Car elle a compris ce qu'est vraiment l'amour. On retrouve donc l'hallucination qui essaye de nous faire croire que Carol a provoqué la chute de l'ancienne capitale. Nous partons donc à la zone minière, stopper cela. Zelote nous trahit et il était avec le créateur depuis le début. Il remémore toutes les injustices, comme les gens qui se trahissent à la New Eridu. Le Tops qui empoche les efforts des pauvres ouvriers, ou les squads Agamemnon, Ban Yue et le fait qu'il soit un paria alors qu'il a sauvé des gens et Dailin, le bouc émissaire. Il nous dit que même Carol et nous, Phaeton, subissons une injustice alors que l'on a essayé de sauver tout le monde à la chute de la capitale. Il vend son créateur comme la paix et l'égalité et l'unicité et il s'enfuit, mais nous le poursuivons. Be careful, everyone. That's... Orphe, now's not the time to get sentimental. Our attacks aren't working. Keep moving. We'll face it head on. Soldiers, open fire! Isolde. Oh. Et après avoir vu chaque escouade de leur côté, des renforts arrivent pour ouvrir la voie et avec Zhao, on part retrouver Zelote. On essaye de convaincre Zelote d'arrêter et que l'humanité mérite de choisir son destin, mais en vain. Il nous raconte son passé, Damoror l'a créé, n'a jamais braqué son arme sur un humain et il a tué son maître après qu'il ait voulu qu'il tue des humains innocents pour survivre. Il a perdu foi en l'humanité et décide tout de même de réveiller le créateur. On le combat donc et une fois celui-ci vaincu, le cocon éclot et Chouchou affronte sa dernière mission. This is the fate I chose. Finally, it's mine. Find the perfect vessel for your descent. And let this body be your prison! If you do this, you'll also Come with me. To oblivion! Stop, Xiaogong! If you do this, you'll go down with them! I'm sorry, Junior. I'll have to break our promise. But this is the only way. The Creator's power comes from the same source as this sword. That's why I know better than anyone how strong and untouchable they truly are. We can't beat this invisible force head-on. I have to become their vessel first, and then destroy myself to stop them.
That's the only way we might have a chance to win. Lost is your life. What kind of a win is that? Xiao Xiao, Junior, go. I don't want to see anyone else get hurt because of me anymore. No way we ever leave you. Chobong, don't give up. There's gotta be another way. I'm not giving up. I'm only protecting the things that matter more than my life. For everyone in Phylum Heights, for my friends, and for you. Junior, please, be happy for me. I've never felt more alive than I do right now. Meeting you has changed my life for the better. There has to be another way. This is the same as... There's still time! I will bring you home! See? I got you, Senior. Humans. Hopelessly foolish creatures. The miasma. It's being absorbed. What is this? Could this be? I will show you what a real despair feels like. I just got word from Magus. They're attacking the floating boulder that's powering the creator. It's good work. Gotta hang in there. Just a little longer. I've had enough of this damn rock! Soldiers, increase firepower! Perfect! Attacking the boulder worked! Before the well of humankind, even the divine shall crumble. Are you okay? They're absorbing the Qingming sword's power! Only by truly mastering the power of the sword can I execute them. Don't tell me you're planning on using it again! Thank you, Belle. But I won't hesitate anymore! Even if I'm destined to forget, I'll keep trying to remember, again and again. Even when trembling with fear, I will still stand in front of my friends.
Even if I fall 1,000 times, I'll crawl up and fight again. That's the power that pulls people back from the abyss over and over again. We never needed gods. All we needed were our own hands to hold on and lift each other up. Fools. One day, you'll all... It's finally done. Final, Chouchou va bien. Elle est entrée en osmose avec l'épée et n'a pas subi de contre-coup. Puis, nous allons avoir un souvenir de Carol qui apparaît avec des phrases cryptiques, trop cryptiques. Et Belle voit deux silhouettes avec qui elle parle, qui ressemblent étrangement à elle et son frère. Nous avons pour finir un flash sur Celote. Il a enfin compris le but de l'humanité avant de s'éteindre et comprend sa créatrice. Tandis qu'un Yonkai lui fait son apparition s'exclamant la Nuridu me voilà. Au final, après tout ça, on apprend que Zhao n'a pas été puni et au contraire, la chef est contente que Zhao a compris que tout n'est pas régi par l'échange équivalent et que l'ordre de voler cette épée venait de grandes ambitions et des autres qui ne visent que le profit. La femme dit que le Krampus est une faction affiliée au TOPS et non indépendante et ne le sera jamais. Les armes des Void Hunters sont peut-être donc en danger et pour finir, on voit enfin le maire qui officialise Chouchou comme Void Hunter. Je sais pas ce qui m'a choqué entre voir le maire pour la première fois ou Chouchou qui devient Void Hunter. Elle va donc finir avec un très beau discours sur l'importance de chacun dans ce monde et Ye-Xian s'en va. Il est fier de sa sœur et comprend pourquoi l'épée l'a choisi, elle, mais part dans l'ombre. On finit avec deux mystères, celui de notre main dorée qui a été en contact avec le créateur et une introspection du maire qui parle d'un vieil ami sûrement mort, disant qu'il n'a plus d'autre choix que ce qu'il est en train de faire. Mais on le saura pas avant la saison 3. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas en commentaire à me dire Suna, comme ça je connaîtrai ceux qui ont regardé jusqu'au bout. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager si vous avez aimé. Je pense que pour les prochains, je vais changer totalement de format. Je vais plus faire par chapitre des vidéos. Comme ça, vous aurez des vidéos plus régulièrement. Et au moins, ça fera pas des vidéos de 1h30. Et je vais également faire des vidéos sur d'autres jeux de tout type sur une autre chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description si vous êtes intéressé. Merci à vous et à la prochaine pour la saison 3.